désertification. Le ministère du Commerce lance les journées de concertation autour de l'outil déclaration des stocks. La Fédération des associations des personnes vivant avec un handicap sensibilise ses adhérents sur la Convention internationale relative aux droits de cette frange. Bonsoir et heureuse de vous retrouver pour ce journal. L'actualité de ce lundi 7 novembre nous mène directement en Égypte, dans la ville balnéaire de Sharm el-Sheikh, dans laquelle s'est ouverte 3 sommets. La COP27, la deuxième édition du sommet du Moyen-Orient vert et celui de la coalition internationale contre la désertification. Le président de la République, Mohamed Cheikh El-Ghazouani, a assisté aux côtés de ses pairs à l'ouverture de ces sommets au cours desquels il s'est exprimé. Suivons la traduction de son discours avec Bokar Baylaba. Excellence, M. Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe sœur d'Égypte, Altesse royale Mohammed Ben Salman, prince héritier du royaume frère d'Arabie saoudite, Premier ministre, Majesté, Excellence et Altesse, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude pour l'aimable invitation que j'ai reçue de mon cher frère, son Altesse royale Mohammed Ben Salman, prince héritier du royaume frère d'Arabie saoudite, Premier ministre, et de son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, président de la République sœur d'Égypte, à participer à la deuxième édition du sommet du Moyen-Orient vert. Cette initiative lancée en 2021 par son Altesse royale Mohammed Ben Salman, prince héritier et premier ministre du royaume frère d'Arabie saoudite, confirme l'engagement et le leadership du royaume d'Arabie saoudite dans les efforts internationaux visant à construire un avenir plus durable pour le monde dans son ensemble. Il reflète également son souci d'une approche collective face au changement climatique dans la région. Il est certain que les mesures prises dans le cadre de cette initiative, outre leur impact positif sur l'environnement, constitueront un appui fort aux efforts du continent africain face au changement climatique et à ses répercussions économiques et sociales, notamment les efforts entrepris par la République islamique de Mauritanie à cet égard, qui se traduisent par notre contribution nationale et qui a été passée en revue lors du sommet de Glasgow. Au moment où nous réaffirmons notre soutien à l'initiative Moyen-Orient vert et à la vision prospective qui la guide, nous lui souhaitons ainsi qu'à son initiateur, son Altesse royale Mohammed Ben Salman, prince héritier et premier ministre du royaume frère d'Arabie saoudite, plein succès. Je vous remercie. Ce matin, lors de la cérémonie d'ouverture de la COP27 à Sharm el-Sheikh, le président de la République a déclaré dans son discours que la Mauritanie est déterminée à réduire ses émissions de gaz carbonique de 11% et à relever de 50% le taux des énergies renouvelables à l'horizon 2030. Bokar Baylaba nous livre également la traduction intégrale du discours du président de la République. Au nom d'Allah, le clément et miséricordieux, Monsieur le Président, Majesté, Excellence et Altesse, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude pour l'aimable invitation que j'ai reçue de mon cher frère, son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe sœur d'Égypte, et pour l'accueil de son pays dans la ville de Sharm el-Sheikh de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique dite COP27, ainsi que pour la parfaite organisation de ce sommet, remerciant son Excellence le gouvernement et le peuple égyptien pour la chaleur de l'accueil et l'hospitalité dont nous avons été l'objet.
J'exprime également ma haute considération à M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, ainsi qu'à tous ses collaborateurs pour les efforts déployés pour encourager et coordonner toutes les actions menées pour faire face aux défis environnementaux. Mesdames et messieurs, nul besoin aujourd'hui de discours pour diagnostiquer la situation écologique alarmante de notre planète, ses conséquences destructrices sur le plan social et économique, et ce qu'elle constitue comme menace permanente sur l'avenir de la Terre et la vie humaine de manière générale, toutes choses observables dans divers aspects de la vie. Ce qui importe aujourd'hui et qui révèle le sceau de l'extrême urgence, c'est la prise des mesures nécessaires pour stopper cette détérioration de l'environnement engendrant des conséquences négatives multidimensionnelles. Et parmi les importantes stratégies faisant consensus aujourd'hui pour faire face à la dégradation climatique, la construction de systèmes de développement moins dépendants du carbone en s'orientant progressivement vers les énergies propres et alternatives pour tendre vers une transition écologique durable. Il est vrai que la balance du fardeau écologique a montré les divergences. Au moment où les pays en développement participent faiblement aux émissions mises en cause dans l'effet de serre, ils sont malencontreusement les plus touchés de ce qu'engendre cet effet de serre comme changement climatique. Ces pays déploient malgré tout des efforts considérables pour réduire ces émissions et faire face à leurs conséquences fâcheuses sur l'environnement. C'est dans ce cadre que nous sommes décidés en République islamique de Mauritanie, tel que cela apparaît dans notre proposition faite à Glasgow, à contribuer de façon significative à la résolution de la problématique internationale de l'environnement en réduisant de 11% les émissions de carbone et en procédant au rehaussement du niveau des énergies renouvelables dans la totalité de sa consommation énergétique pour atteindre 50% à l'horizon 2030. Nos efforts dans ce sens seront renforcés par un programme de grande envergure en cours de lancement visant le développement de l'hydrogène vert, susceptible de fournir à notre pays une source alternative et pérenne en énergie propre. J'appelle à cet effet l'ensemble des partenaires techniques et financiers de la Mauritanie à participer à l'exécution de ce projet. En sus de nos efforts visant la promotion des énergies propres, qui couvrent aujourd'hui 40% de l'ensemble des énergies utilisées, notre pays poursuit sans relâche la lutte contre la désertification dans le cadre de l'initiative de la Grande Muraille Verte et du Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS. Je profite de cette occasion pour lancer un appel pour plus d'aide aux commissions climat africaines pour ce qu'elles apportent comme contribution appréciable dans la réalisation de l'agenda 2063, tant elles sont source d'espoir, notamment la Commission climat pour le Sahel et son fonds pour le climat dans la gestion et l'adaptation aux effets du changement climatique. Conformément à ce qui précède, notre pays fournit de grands efforts pour renforcer la capacité de nos citoyens à faire preuve de plus de résilience face aux effets négatifs du changement climatique, en luttant contre la pauvreté et la précarité et en travaillant à la promotion du secteur rural ainsi qu'à l'amélioration de l'accès aux services de base. Mesdames et messieurs, la nonchalance face à ce qui vit le monde comme défi climatique de grande envergure risque de coûter cher à l'humanité. Et il est de notre responsabilité collective de s'engager dans une dynamique nouvelle, alliant tous les efforts individuels et collectifs pour réaliser la transition écologique souhaitée et traduisant notre solidarité les uns envers les autres pour faire face aux conséquences sociales et économiques difficiles engendrées par le changement climatique. Tout en renouvelant l'appel lancé à tous les partenaires pour une augmentation de l'aide aux pays en développement et pour faciliter l'accès au financement après leur adoption, je souhaite grand succès aux travaux de cette conférence sur le climat et en félicitant nos frères aux Émirats arabes unis pour l'organisation de la prochaine COP 28.
La conférence des Nations Unies sur le climat, dite COP27, a débuté donc par une allocution du président d'Égypte, Abdel Fattah el-Sisi. Il a exposé les grandes lignes de la feuille de route vers un avenir meilleur pour les peuples du monde et pour toute l'humanité, suivi du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a souligné la nécessité d'aider les économies émergentes à faire face au changement climatique et à s'appuyer sur des sources d'énergie propres. Retour à Bokar Bailaba qui nous fait un compte-rendu des temps forts de cette cérémonie. L'objectif de la 27e conférence des Nations Unies sur le climat à Sharm el-Sheikh en Égypte est de renforcer les engagements des pays et cesser les promesses non tenues pour espérer limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré fixé par l'accord de Paris en 2015. Et la cérémonie d'ouverture du sommet s'est déroulée en présence du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani, et de plusieurs de ses homologues, de chefs de gouvernement et de représentants d'organisations internationales et de la société civile. La cérémonie d'ouverture a été marquée par le discours du président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah el-Sisi, au cours de laquelle il a exposé les grandes lignes de la feuille de route vers un avenir meilleur pour les peuples du monde et pour toute l'humanité, en particulier en ce qui concerne les moyens et les mécanismes de mise en œuvre des engagements précédents. À son tour, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a souligné la nécessité d'aider les économies émergentes à faire face au changement climatique et s'appuyer sur des sources d'énergie propres. Il a indiqué qu'il avait appelé l'année dernière à une coalition dans le but d'accélérer la transition du charbon vers les sources d'énergie renouvelables, réitérant son appel à davantage de coopération dans ce domaine. Antonio Guterres a indiqué que la conférence COP27 doit convenir d'une feuille de route claire pour faire face au changement climatique. Ainsi, la Mauritanie est déterminée à réduire de 11% les émissions de carbone et œuvrer pour le rehaussement du niveau des énergies renouvelables dans la totalité de sa consommation énergétique pour atteindre 50% à l'horizon 2030. Ces efforts seront renforcés par un programme de grande envergure en cours de lancement visant le développement de l'hydrogène vert qui fournira à notre pays une source alternative et pérenne en énergie propre. En somme, cette 27e conférence des Nations Unies sur le climat rassemble quelques 200 pays pour 2 semaines au chevet d'une planète frappée par les catastrophes, inondations à répétition, canicules, ouragans, incendies, sécheresses, entre autres. L'actualité nationale marquée ce début de semaine par la poursuite des visites du ministre de l'Éducation nationale, de la réforme du système éducatif dans les établissements scolaires. Brahim Val Mohamed Lemine s'est rendu ce matin à l'école Sid Ahmed Ould Ahmed Aïda dans le quartier Ksar à Nouakchott-Ouest. Cette visite, comme celles qui l'ont précédée, vise à exhorter le personnel enseignant à faire preuve d'abnégation pour améliorer la qualité et les performances du système éducatif. C'est aussi l'occasion pour lui de s'informer sur le suivi de l'application des réformes en cours dans le secteur de l'éducation. Journée de réflexion sur l'outil de déclaration des stocks, une activité organisée par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat et du Tourisme en collaboration avec le secteur privé. Les participants sont conviés à échanger sur le cadre juridique relatif au stock en vue de l'améliorer. Abdullah Damaba. L'objectif de ces journées de consultation avec le secteur privé est d'étudier les mécanismes permettant d'améliorer le cadre juridique de déclaration des stocks afin de mettre à niveau le secteur du commerce. Le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, le Mrabar Oulbenaï, a déclaré que ces journées de concertation rentrent dans le cadre des efforts déployés pour moderniser le secteur du commerce. Il s'agit, dit-il, d'établir le cadre juridique, institutionnel et réglementaire qui permettent de renforcer le rôle du commerce dans le tissu économique. Il a enfin précisé que l'accent va être mis sur des sujets d'intérêt portant sur l'amélioration juridique, la réserve de sécurité entre autres. Pour sa part, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Zeine Abdine Ould-Cheikh Ahmed, a affirmé que le privé joue un rôle important dans l'approvisionnement et la sécurisation du stock national, particulièrement en période de pénurie et de crise. Il a par ailleurs indiqué que le patronat accompagne les pouvoirs publics dans l'approvisionnement du stock
et son amélioration, particulièrement en période de crise internationale. L'ouverture de ces journées de concertation s'est tenue en présence du ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs et de la commissaire à la sécurité alimentaire. Le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme a par ailleurs supervisé ce matin à la Chambre nationale de l'artisanat une cérémonie de remise d'équipements à des artisans traditionnels et travailleurs de l'informel. Ceci offert par la Chambre en guise de soutien. Aminata Khan. Améliorer le rendement de l'industrie traditionnelle pour en faire un important levier de développement économique et en application des engagements du président de la République pour soutenir les artisans traditionnels, la Chambre de commerce de l'artisanat a organisé une cérémonie de distribution des équipements logistiques au profit des artisans traditionnels. Présente à la rencontre, la présidente de la Chambre de commerce a affirmé que cet appui s'inscrit dans le cadre de la politique de réforme du secteur visant à rééquilibrer et promouvoir le secteur industriel artisanal et en tirer parti de ses capacités. Les bénéficiaires ont apprécié cette démarche, saluant le rôle joué par la Chambre de commerce de l'artisanat et de l'industrie dans la promotion du secteur dans toutes les wilayas du pays, en accompagnant les travailleurs dans leurs différentes spécialités. Il est à noter que plusieurs outils ont été distribués aux artisans. Au volet social, les associations nationales de personnes vivant avec un handicap ont édifié sur la Convention internationale relative aux droits de cette frange, conformément aux objectifs de développement durable 2030. C'était dans le cadre d'une rencontre organisée par la Fédération mauritanienne des associations des personnes vivant avec un handicap sous le parrainage du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Retour à Aminata Khan. L'objectif de cet atelier est de renforcer les capacités des présidents des associations et des ONG de protection et de promotion des handicapés. Ouvrant les travaux de la rencontre, la ministre des Affaires sociales, Safia Menteta, a souligné que la promotion des personnes handicapées est au cœur du programme du président de la République qui promeut un état de droit, de justice et d'équité, ajoutant que son département a mis en place un système de renforcement des centres de formation et de promotion sociale pour les enfants handicapés et des écoles ont été ouvertes dans 5 wilayas avec plus de 20 élèves atteints de surdité ayant réussi leur examen. La ministre a déclaré qu'en matière d'emploi, au cours de la période écoulée, son département a lancé un programme de financement de projets générateurs de revenus. Lui succédant, le président de l'association des handicapés a déclaré que notre pays a été parmi les premiers pays à signer en 2012 la Convention de protection des personnes handicapées et qu'elle a ensuite rendu public un rapport détaillé en 2017, mais que le travail doit continuer. L'un des représentants de nos partenaires techniques s'est exprimé. Je voudrais féliciter le gouvernement de la République de Mauritanie qui concrétise cette vision à travers le programme prioritaire élargi de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Dans cet ambitieux programme, des milliers de personnes handicapées ont été identifiées pour bénéficier de projets générateurs de revenus et d'autres ont déjà bénéficié d'appuis sous forme de crédit sans intérêt remboursable. À cela s'ajoute la généralisation de l'assurance maladie pour toutes les personnes handicapées ainsi que le cash transfert pour les enfants polyhandicapés. Il est vrai que la Fédération mauritanienne des associations de personnes handicapées a bénéficié depuis plusieurs années d'un important accompagnement du programme des Nations Unies, du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. Mais, personnellement, je me réjouis, au-delà de toute attente, de l'appui de mon bureau à la mise en œuvre de cette importante activité qui consiste aujourd'hui à dégager une meilleure compréhension de la Convention et à la disséminer pour que chaque personne handicapée
puisse s'y retrouver et jouir de ses droits pour son bien-être. Il est à noter que cette formation qui a débuté aujourd'hui durera 5 jours. Des fonctionnaires issus de différents départements ministériels ont débuté ce lundi une formation de 5 jours centrée sur l'administration basée sur les résultats, le contrôle et l'évaluation des projets. La formation est organisée en partenariat avec l'unité chargée du suivi de l'exécution des priorités stratégiques relevant de la présidence de la République et le programme des Nations Unies pour le développement. Bokar Bailaba. L'administration mauritanienne a une ambition, faire en sorte que les projets puissent donner des résultats probants et qu'ils soient contrôlés et évalués en permanence. La tenue de cet atelier de formation s'inscrit dans le cadre du projet Activation du système d'administration stratégique des priorités présidentielles. Et à cette occasion, le chargé de mission à la présidence de la République, Yahya Ould-Kabd, coordinateur de l'unité de suivi et évaluation de l'exécution des priorités stratégiques, a indiqué que le président de la République a adopté une vision de développement global et ambitieuse en vue d'assurer le bien-être de tous les citoyens, notamment ceux issus des couches vulnérables. Il a souligné que la création de cette institution s'est inspirée des dernières pratiques et les nouveaux standards connus à l'échelle mondiale en matière de suivi de l'exécution des stratégies gouvernementales. Il a affirmé que la gestion basée sur les résultats constitue une approche qui a démontré son efficience car elle permet au gouvernement d'atteindre les objectifs fixés tout en rationalisant son action et en instaurant la culture du rendement. Partenaire actif de la Mauritanie, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD exprime sa fierté de coopérer avec le gouvernement mauritanien représenté par l'unité d'exécution des priorités stratégiques. La mise à disposition d'outils de pointe permettant à l'administration d'être performante et de conduire efficacement son mandat pour le plus grand bien de la population. Les citoyens sont les premières priorités de tous les départements. Ainsi, les outils de planification, de suivi-évaluation, de rationalisation des investissements et d'accélération des impacts sont au menu du programme d'accompagnement de la réforme et de la modernisation de l'administration que le PNUD est très heureux d'accompagner en Mauritanie. Dans ce cadre, notamment l'activité de ce jour qui vise le renforcement des capacités en matière de gestion axée sur les résultats, inaugure un vaste programme de formation de l'administration publique sur les outils de gestion modernes devant consacrer l'efficacité de l'action publique. Et nous sommes particulièrement heureux de pouvoir collaborer avec le gouvernement ainsi que l'unité d'accélération de l'exécution des priorités nationales de développement pour asseoir les fondements d'une planification rigoureuse, orientée sur la production des résultats qui soient spécifiques, mesurables, atteignables dans des délais connus. Les participants à l'atelier venus des différents départements ministériels seront édifiés à travers des exposés sur les principales étapes de la gestion des projets, comme la planification, la programmation, le suivi et l'évaluation. Ils seront en outre édifiés sur le cadre logique, les indicateurs, le tableau de bord et leur lien avec les outils de la planification nationale. Une autre formation de 5 jours est dispensée depuis aujourd'hui aux rédacteurs en chef de certains médias publics et privés sur la désinformation et le fact-checking. L'objectif de la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel et ses partenaires, à savoir l'ambassade de France et l'école de journalisme de Tours, est de fournir aux journalistes des outils nécessaires leur permettant d'agir face aux fake news. Mohamed Khattat. C'est une session de formation journalistique de 5 jours qui vise à doter les journalistes des médias mauritaniens à faire face aux fausses informations, les fake news, et à la désinformation qui transforme le paysage de la communication, soulevant les questions sur la qualité, l'impact et la crédibilité du journalisme. D'où l'intérêt que revêt cet atelier organisé par la HAPA, la Haute Autorité de la presse et de l'audiovisuel, en collaboration avec l'ambassade de France, au profit des journalistes pour savoir comment agir face à ces menaces de désinformation, de malinformation et de mésinformation, souvent partagées
sur les réseaux sociaux. L'occasion pour le président de la APA, M. Hussein Ouelmeddou, de préciser. L'objectif de cette formation est double. Il s'agit de se donner un outil pour couvrir d'une manière professionnelle les informations en vérifiant, en recoupant les faits. Ensuite, pour combattre les dérives qui peuvent mettre en cause les personnes, les groupes sociaux, la paix et la cohésion sociale de notre pays, ainsi pour les professionnels de l'information et de la communication, la liberté va de pair avec la responsabilité. Dès lors, nous avons des droits, mais également des devoirs. Ainsi, 5 jours durant, vous allez suivre une formation animée par un éminent expert international en désinformation, une sommité du journalisme, M. Laurent Bijot, directeur de l'école publique du journalisme de Tours, PJT, et directeur des formations des médias démocratie, maître de conférences à l'université de Tours, et il est l'auteur des livres de référence Fact-Checking versus Fake News. Chers confrères et consoeurs, comme vous le constatez, vous êtes entre des bonnes mains, comme on a l'habitude de dire chez nous. Il faut donc en profiter. De son côté, le conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France a indiqué. Le lancement de la formation qui nous réunit ce matin me permet de réaffirmer le partenariat entre l'ambassade de France et la APA autour d'une priorité commune, la lutte contre la désinformation. Je remercie une nouvelle fois la APA pour la mise à disposition de ses moyens logistiques et Médias et Démocratie pour son engagement et l'expertise dont elle dispose sur ces questions. Cette formation constitue une étape supplémentaire d'une coopération amenée, je l'espère, à s'intensifier dans les mois à venir. Je sais que nos équipes travaillent de concert avec les vôtres et celles de Médias et Démocratie pour la mise en œuvre d'un projet structurant d'appui aux médias et aux journalistes pour la consolidation de la production et de l'accès à une information de qualité, fiable et indépendante en Mauritanie. Pour sa part, M. Laurent Bijot, directeur de l'école publique de journalisme de Tours, maître de conférence et directeur des formations des médias et démocratie qui anime cette session. L'objectif ici de cette semaine, ça va être à la fois de travailler avec les membres de la APA et les représentants des médias mauritaniens qui sont ici, de travailler sur l'identification de ces phénomènes de désinformation et aussi sur la manière de les enrayer, qui ne sont pas forcément très simples, ces moyens pour enrayer cette désinformation, mais qui peuvent être mis en œuvre a priori d'abord par les journalistes, mais aussi ensuite par l'ensemble de la population. Il convient de noter que les participants à cette session, des professionnels expérimentés et de haut niveau, suivront de nombreuses présentations théoriques et pratiques sur les fausses nouvelles et les moyens d'y faire face pour leur permettre de couvrir les événements, de recouper les informations et d'en vérifier la justesse et la véracité. Dans la capitale du Guidimara, le secrétaire général de la délégation générale Taazour a donné le lancement de la composante financement des AGR et prêts bonifiés au profit des couches vulnérables dans cette zone. Amina Khalil. C'est dans le cadre du programme national de financement des activités génératrices de revenus qu'a été lancée la composante du Guidimara qui concerne le financement de 141 activités génératrices de revenus et l'octroi de 32 prêts facilités visant l'intégration des bénéficiaires dans un cycle économique actif. Lors de son mot pour l'occasion, le secrétaire général de la Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, Taazour, a indiqué que le financement des projets relevant de cette composante contribuera à l'amélioration des conditions de vie des populations dans les communes de la wilaya du Guidimara. Des financements qui seront accompagnés, ajoute-t-il, par le financement de projets collectifs avec des enveloppes considérables. Ces financements, conclut-il, seront suivis d'autres programmés pour les années à venir, destinés tous à contribuer au développement de la wilaya du Guidimara. Pour sa part, le vice-président du conseil régional du Guidimara a loué le programme de Taazour ainsi que la politique gouvernementale dans laquelle il s'inscrit, une politique qui vise l'appui aux populations les plus vulnérables. Quant au maire adjoint de la commune de Selibabi, il a indiqué que la délégation a fait un travail de titan en finançant des activités génératrices de revenus et en octroyant des prêts aux populations de la wilaya et partout dans le pays. Il a exhorté les bénéficiaires à faire le meilleur usage de ces prêts pour améliorer leurs conditions de vie et pouvoir payer leurs dettes à temps.
Il est à rappeler que le présent programme de financement est exécuté par la Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, la Fédération des maires de Mauritanie et le réseau des caisses nationales d'épargne et de crédit Procapec. À Boutilimite, un lot de cartables scolaires a été octroyé par 2 ONG aux élèves des établissements publics de la ville, des villages et des communes rurales qui lui sont rattachés. Le don cible les enfants issus de milieux défavorisés. Najia Jekani. L'association pour Boutilimite s'est engagée auprès de 400 élèves de 4 villages ruraux du sud du pays pour la distribution de fournitures scolaires et l'organisation d'activités ludiques et pédagogiques. Le but de cette initiative est d'équiper les jeunes écoliers afin d'entamer leur année scolaire dans les meilleures conditions. Les bénéficiaires ont été sélectionnés suite aux critères définis par l'étude mise en œuvre par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif en collaboration avec les organisateurs. S'exprimant pour la circonstance, le conseiller chargé de l'information au ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Ahmedoul Mohamed El-Hafa, a déclaré que les efforts réalisés par les départements et les partenaires mettent en évidence que l'accès à l'éducation est inhérent à l'épanouissement personnel et au décollage professionnel. M. Mohamedoul Mohamed El-Hafa a indiqué que l'éducation favorise une prise de confiance en soi et l'acquisition d'un savoir-être favorable au développement de la communauté. Quant à l'ingénieure Mme Mariam Bilel, la présidente de l'association pour Boutilimite, a mis la lumière sur l'importance de l'éducation qui est le pilier de toute nation qui veut se développer. Elle a ajouté que cette association permet aux enfants d'accéder à des moyens de formation convenables de manière continue. C'est notre objectif à long terme, a-t-elle précisé. Elle a ajouté que cette association permet aux enfants d'accéder à des moyens de formation convenables de manière continue. C'est notre objectif à long terme, a-t-elle précisé. Il est à noter que cette action intervient dans le cadre de l'appui aux efforts des pouvoirs publics dans l'instauration de l'école républicaine à laquelle chacun aspire. Cet élément marque la fin de notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Le président de la République participe à Sharm el-Sheikh en Égypte à la COP27, au sommet Moyen-Orient vert et aux assises de la coalition internationale contre la désertification. Le ministère du Commerce lance les journées de concertation autour de l'outil déclaration des stocks. Et la Fédération des associations des personnes vivant avec un handicap sensibilise ses adhérents sur la Convention internationale relative aux droits de ces travailleurs. Voilà, je vous retrouve dans quelques instants pour votre émission Zoom sur. Très bonne soirée.